Bonjour, vous m'entendez là, c'est bon? OK. Bonjour. Hein? C'est bon comme ça? Parfait. Merci d'être là, merci d'être présent avec nous cet après-midi. Désolé pour ma voix, j'ai plus de voix, j'espère que ça sera pas trop désagréable au micro et que vous entendez bien. Je vais prendre juste quelques secondes en fait, d'introduction. Moi, je suis Gilbert Breton, je suis go-to-market chez AWS. J'espère que vous avez passé tous, vous passez une bonne journée, que vous avez passé un bon week-end. Moi, le week-end dernier, je me suis amusé à coder. Heu, En fait, je me suis amusé à faire un petit jeu, en Pac-Man. Alors ça rappelle, des souvenirs, à certains, jeux des années 80. Petit bonhomme, qui mangeait des petites gommes et qui se faisait, poursuivre, par des fantômes. Et en fait, quand je vous dis: «J'ai codé», en fait, non, dans la réalité, j'ai pas codé. J'ai utilisé un assistant de codage. J'ai pas écrit une seule ligne de code. Mais en fait, en quelques prompts, j'ai réussi à avoir allez, en moins d'une heure, avoir un résultat qui était, satisfaisant. Et en fait, depuis c'est ça qui est intéressant en fait aujourd'hui. Depuis des décennies, le métier de développeur n'a pas cessé de se transformer, de s'améliorer, de s'enrichir au fil des années avec les différents outils qui sont arrivés. La révolution DevOps, l'adoption du cloud dans les années 2010 a favorisé cette émergence. Le métier de développeur s'est transformé plutôt de uniquement coder avec des langages super complexes. Maintenant, il devenait orchestrateur, créateur, il innovait. Et aujourd'hui, en fait, maintenant, aujourd'hui, dans l'ère de l'intelligence artificielle, on est passé à une autre dimension. Et tous ces assistants de coding, donc aujourd'hui, on va parler beaucoup de key développeurs, sont là pour accélérer les choses. Aujourd'hui, très sincèrement, on pense pas que QDeveloper va remplacer un développeur. Par contre, ça va lui donner des capacités supplémentaires, capacité à générer du code plus vite, à documenter son code, à aller plus loin. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mr. Temple, donc le plaisir de vous accueillir François-Emmanuel, Frédéric, Benoît, qui vont faire un retour d'expérience en fait sur leur vécu, sur l'implémentation de la solution et ce qu'ils en ont retiré. Merci. Merci de les accueillir. Merci. Bonjour. Alors, on va essayer de vous emmener sur le chemin qui a été le nôtre sur l'adoption ou la maîtrise d'un assistant un assistant de dev. Euh, Juste rapidement, donc Mr. Temp, on est une société qui fait de l'intérim et du recrutement, essentiellement en franchise. Et je discutais il y a un an peut-être maintenant, avec Alexandre Pham, qui est notre fondateur et CEO, et il me disait, voilà, où est-ce qu'on en est de l'adoption des assistants de dev, voilà, combien on a gagné de performance. Globalement, la question, c'était ça. Et je ne sais pas si vous étiez pareil il y a un an, mais c'est vrai que nous, il y a un an, on lui a dit, bah écoute, pour l'instant, c'est clairement pas ça. Enfin, en tout cas, nous, on n'y est pas. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment est-ce qu'on voilà, on est passé de cet état à ce qu'on est aujourd'hui et à une adoption plutôt intéressante. Alors, quelques chiffres. Mr. Temp, 300 000 nouvelles candidatures tous les mois qui rentrent en fait dans nos systèmes. On est 1200 collaborateurs dans le réseau de franchise sur toute la France et sur l'Italie, qui sont répartis en 300 agences. Et il y a 4 marques pour 4 secteurs d'activité sur le recrutement qui sont Lynx RH et Aquila RH pour les plus grosses, Mr. Temp et Vitalis Medical pour la partie médicale la plus spécialisée. Et aujourd'hui, on traite à peu près les besoins d'environ 13 000 clients sur l'ensemble du réseau. On est donc dans la French Tech, dans le Next 40 depuis maintenant 2 ans, très fier de s'appeler Mr. Temp parce que comme ça, on est juste à côté de Mistral AI. C'est plutôt sympa. Et donc l'équipe dont on va parler aujourd'hui, c'est 58 développeurs organisés en 8 feature teams. Donc je ne vous compte pas les product managers et les designers qui sont dans ces équipes-là. Une méthodologie qui est du Scrum, hein, assez classique, et 50% de l'équipe qui est répartie en France en full remote. Alors du coup, qu'est-ce qu'on produit au jour le jour? Globalement, on fait essentiellement l'édition d'un logiciel en mode SaaS pour l'ensemble des franchisés
qui sont finalement nos clients, hein, puisque ce sont des franchisés. Donc ça va faire toute la gestion des candidatures, donc l'APM, toute la partie gestion clientèle avec le CRM. Ça gère aussi toute la partie ERP, bien sûr, pour gérer les commandes, les factures, etc. La deuxième partie qui nous occupe beaucoup, c'est la mise à disposition d'une application pour les candidats et les intérimaires, qui permet de faire le lien entre justement les missions, les franchises et nos intérimaires. Vous pouvez la télécharger si jamais vous cherchez du travail. On a également un portail client qui permet aux clients d'avoir un petit peu du self-service sur nos services, pas toujours être obligé d'être au téléphone avec l'agence. Et on a également un système de multipostage des annonces pour récupérer toutes ces candidatures. En fait, on va multidiffuser un grand nombre d'annonces chez nous, mais aussi sur des grandes marques des job boards que vous connaissez, et sur les 4 marques pour vraiment sourcer des nouveaux candidats. Comment est-ce qu'on le fait rapidement? On fait tout ça en microservices, essentiellement pour la résilience. On est quasiment que en event-driven, donc on utilise un bus de données qui nous permet de faire circuler la donnée entre les microservices. On essaye d'appliquer les best practices AWS qui sont de l'infra as code et des tests continus, du déploiement continu. Une équipe comme la nôtre, ça fait à peu près une dizaine de mises en production par jour, hein. On livre derrière des flags pour pas que le client puisse s'en servir, mais en tout cas on livre. Et on se concentre, et ça c'est important, sur certains services, c'est-à-dire qu'on a industrialisé un peu la méthode de développement chez nous, puisqu'on fait au maximum du serverless avec des lambda, du step function. On utilise bien sûr essentiellement des services managés AWS pour se concentrer sur le code et sur les fonctionnalités. Et qu'est-ce que ça donne du coup? Environ 102 microservices à date, ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans qu'on a adopté cette méthode. 71 micro front-end en plus, beaucoup de connecteurs avec les progiciels, hein, puisque la partie CRM, on la fait pas forcément nous-mêmes, donc on va s'interfacer avec beaucoup de logiciels extérieurs. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on a à peu près 110 objets métiers qui circulent sur ce bus et qui se synchronisent de microservice en microservice. Et ça a son importance parce que voilà, quand on a 10 objets, c'est facile à retenir. Quand on en a 110, ça commence à être plus compliqué. Et la méthode, elle veut, on va dire, essayer de renforcer l'autonomie des équipes. Notre objectif, c'est que l'équipe et le développeur soient proches du besoin, que donc il soit la personne la plus à même de trouver la bonne solution, et qu'ensuite, par contre, il soit obligé de challenger cette solution par rapport aux best practices de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on a une grosse base de best practices, on a une organisation qui permet aux gens de soumettre leurs propositions, et qui reçoivent comme ça des conseils de leurs pairs pour dire, voilà, moi j'aurais pas fait ça comme ça, cette partie-là n'est pas vraiment conforme, est-ce que tu pourrais la changer, etc., etc. C'est important parce que vous verrez que derrière, on s'en sert pour faire fonctionner l'assistant, le développeur. Bon, ça, vous voyez le schéma, c'est un petit peu Aujourd'hui, les débats se font beaucoup autour de schémas parce que forcément, pour interagir, c'est encore ce qu'il y a de plus simple quand on est plusieurs. Et donc, la révolution des pratiques pour les assistants IA, comme je vous l'ai dit, nous, ça ne s'est pas très bien passé au début. On était entre la peur du remplacement et la déception du ça ne fait pas exactement ce que je veux. On m'a dit que 80% de l'informatique serait générée comme ça, du coup, à quoi je vais servir? Et puis aussi, finalement, je lui ai demandé de faire ça, et moi, je ne l'aurais pas fait comme ça, et puis j'ai trouvé tel problème, j'ai trouvé tel problème, j'ai trouvé tel problème. Donc clairement, un statut plutôt d'échec, mais Frédéric va vous montrer comment on a transformé cet échec en réussite. Bonjour à tous. Du coup, c'est là que Amazon Q Développeur rentre en scène et on va vous raconter un peu notre histoire sur l'usage de ce produit AWS. Alors, il y a presque 1 an maintenant, on a pris 5 licences et on les a données à 5 développeurs référents, plutôt seniors, en leur donnant un cahier des charges assez précis de ce qu'on voulait. C'est-à-dire comment améliorer le travail du développeur, comment l'aider dans ses tâches quotidiennes,
et qu'est-ce qu'on peut faire, même voire plus avec ça. Ensuite, en décembre 2024, on a participé au re:Invent, où on a sélectionné énormément de conférences autour d'Amazon Q Developer. Ça nous a permis de sourcer plein de manières de faire, plein d'usages, et notamment le système des customisations. L'idée, c'est de pouvoir adapter les réponses de l'assistant IA de coding sur notre base de code. Donc du coup, on a mis tout ça en place, et malheureusement, ça n'a pas donné les résultats attendus. On avait des problèmes de copier-coller, des problèmes de réécriture de code. La qualité n'était pas vraiment au rendez-vous, et on ne sentait pas la spécialisation par rapport à notre customisation. Donc, à ce moment-là, c'était plutôt un no-go. On retourne voir notre TAM et on lui demande de l'aide en lui disant voilà, on a appliqué tout ce qui était prévu dans tout ce qu'on a vu, et ça n'a pas marché. Alors, 2 choses sont produites en février. Première chose, c'est qu'il y a eu beaucoup d'upgrades majeurs de Amazon Q Developer, et l'arrivée du fonctionnement agentique, qui a rajouté plein d'outillages dans le fonctionnement de Q Developer. Et en parallèle de ça, on a pu travailler avec notre TAM pour réajuster ces fameux modèles entraînés sur notre base de code. Et en plus de ça, une nouvelle fonctionnalité est arrivée. J'y reviendrai plus tard, c'est la partie règles métiers, ou les best practices, qu'on peut ajouter en Markdown directement dans les prompts qu'on va donner à Amazon Q. À ce moment-là, pour nous, c'était plutôt gagné, c'est-à-dire que les réponses étaient correctes, adaptées à nos pratiques. Par exemple, les conventions de nommage étaient appliquées, les tags étaient appliqués, le code était plutôt cohérent. Donc c'était plutôt bien. Du coup, nous est venue une idée, c'est comment faire adopter cet outil face à toutes les peurs qu'on a pu voir au départ, la peur du remplacement. On s'est dit, voilà, on va montrer par l'exemple comment utiliser cet assistant IA, et on a réalisé un programme de formation, donc un vrai programme, validé par un organisme officiel, et on a pu dispenser ce programme à nos 58 développeurs au mois de mai, et ça a permis de semer la graine et de leur dire, voilà, l'assistant, maintenant, vous avez plein d'exemples d'aides possibles dans la journée, dans votre semaine de travail, et ça a relativement bien fonctionné. Et depuis septembre, on fait quand même des rappels réguliers de voilà, utilisez votre assistant, utilisez Amazon Q Developer pour commencer toutes vos tâches, etc., etc. Et donc, du coup, les KPIs, la première KPIs qui est, à mon sens, importante, c'est l'adoption. L'idée, c'est que ça soit un réflexe. Le développeur doit commencer tout ce qu'il fait par une interaction avec Amazon Q ou avec un autre assistant de développement. Et donc, suite à la formation qu'on a donnée, on a constaté au mois de septembre, là, à peu près 27% qui l'utilisent systématiquement, dont 5 développeurs seniors qui sont devenus un peu des champions et qui ne sont pas d'ailleurs les mêmes que ceux du départ, pas forcément. On a 21 développeurs qui l'utilisent quotidiennement, mais pour lesquels ce n'est pas encore un réflexe, c'est plutôt une solution de secours, mais qui est utilisée assez souvent. Et puis une dizaine de développeurs, moi, qui n'ont vraiment pas encore le réflexe et qui travaillent encore ce que nous, on appelle à l'ancienne. Sachant que suite à la formation, c'est quand même des chiffres qui évoluent, hein, donc je vous dis ça, une petite photo à septembre, mais on a fait quand même plus 30% entre les développeurs quotidiens et les développeurs systématiques sur l'été, on va dire. Et du coup, qu'est-ce qu'on arrive à faire? Alors, nos réussites avec Amazon Q, c'est à peu près tous ces cas-là. C'est-à-dire qu'on passe entre la question d'archi jusqu'à la revue de code. Bien sûr, ça peut écrire du code, ça génère des tests. Tout le monde sait bien que c'est chiant de générer des tests. Là, ça peut le faire pour vous très rapidement. Ça peut générer des projets. Et ce qu'on voit, c'est que c'est plus un assistant, plus qu'un assistant de code, c'est vraiment un assistant de best practice. Comme je vous l'ai dit, on a pu intégrer toutes les bonnes règles de fonctionnement du développeur de Mr. Temp. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à dialoguer avec lui. Alors, pour la petite blague, je suis ton père, mais je peux halluciner. Faut toujours garder l'esprit critique. C'est-à-dire que
c'est comme un assistant, un pair programmeur, pardon, mais il faut toujours vérifier ce qu'il dit, quitte à ce qu'on l'intègre aussi dans nos best practices, de vérifier ce qui a été généré. Et c'est pas grave s'il s'est trompé. Si vous avez un doute sur une réponse, vous dites, est-ce que tu peux vérifier? Et il le fait tout de suite, il corrige, il adapte les réponses, et c'est quand même très proactif. Donc ça, c'est plutôt très, très intéressant. Alors, petit slide rapide sur les usages. Je ne vais pas m'y attarder, mais globalement, on a différents types d'usages de Amazon Q Developer. Il y a la console AWS où on peut, dans n'importe quel contexte, poser des questions à Amazon Q. L'IDE de votre choix, nous on utilise beaucoup VS Code, mais dans Cursor ça marche aussi. QCLI, c'est aussi une possibilité d'interagir avec lui, donc c'est la ligne de commande. Et donc, voilà, chaque usage, une population différente. La console, c'est plutôt DevOps, FinOps. L'IDE, évidemment, c'est pour les développeurs. Et QCLI, ça serait plutôt pour les DevOps. Voilà. Ce qui est important de noter, c'est que comme il est très puissant, il peut aussi générer des actions directes sur vos comptes AWS. Donc, il faut toujours lui donner un niveau de sécurité minimal, donc en liste privilège, et bien sûr garder à jour tous les outils. Il y a des updates quasiment tous les jours de l'agent, donc ça c'est important. Et la sécurité, on le répète jamais assez, mais voilà, faut jamais lui faire confiance, on va dire, à 100%. C'est-à-dire qu'on peut lui demander une confirmation avant d'exécuter des requêtes ou des opérations sur votre compte. Par exemple, d'écrire une EC2 ou supprimer une EC2. Voilà. Donc, et tout ça passe par une gestion des droits vraiment bien ad hoc là-dessus. Alors, on a préparé une petite démo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on a 5 cas d'usage. Question d'archi, la création de code, la proposition de code lorsqu'on travaille, du rétro-engineering et l'ingestion d'un nouveau flux métier. Donc ça, c'est un cas très particulier de chez nous. Et voilà. Donc, pour la première démo, voilà. On utilise VS Code, donc c'est le développeur, et on a une question d'archi. Quel est le moyen le plus rapide de détecter l'arrivée d'un objet dans S3 et de pouvoir déclencher une lambda? Là, il va lancer sa réflexion. On a un petit peu accéléré pour qu'on ne perde pas trop de temps non plus. Et il va tout de suite proposer une solution. Il dit voilà, approche recommandée, un S3, une file d'attente SQS et la lambda. Il propose le code, le code CloudFormation, le code de la lambda en TypeScript, et il va expliquer ensuite les avantages de l'approche en disant que voilà, c'est 100 millisecondes de temps de traitement après l'upload et d'autres aspects. Une alternative est proposée en n'utilisant pas la SQS, mais beaucoup moins exigeante. Donc là, avec ce prompt-là, ça nous a permis d'éviter d'aller dans la doc, de chercher la manière de coder la lambda, ou même de décrire en infra code en CloudFormation la file d'attente ou le bucket S3. Donc on a quand même gagné beaucoup de temps. Je tiens à noter que pour tous ces exemples de démo, on a mis notre propre customisation et on a intégré nos règles métiers pour que ça soit conforme à nos attentes, voilà, à nous. Vous le voyez pas, mais en fait, c'est codé comme on l'aurait fait. Voilà. C'est les bons nommages, etc. Exactement. Alors maintenant, deuxième exemple, on va charger un peu plus la barque. On va dire, voilà, moi j'ai envie que tu me génères un projet complet. Selon nos normes, génère un projet serverless qui va gérer une API CRUD, donc lecture, écriture, update, delete, sur un objet de type agency qui comporte un ID, un nom, enfin un name. Cet objet sera persisté dans DynamoDB, puis publié tous ces changements dans un bus partagé. Utilise bien toutes les librairies de notre organisation, parce qu'on a un paquet, et voilà. Donc là, bon, c'est un peu accéléré, parce qu'il y a beaucoup de génération de fichiers, donc tout de suite, il commence à créer les premiers fichiers, il demande des autorisations pour créer des répertoires, il crée tous les endpoints, il indique à chaque fois combien de lignes il a ajouté, combien de lignes il a retiré, et à la fin, il fait un petit récap de ce qu'il a fait, et on va pouvoir voir tous les fichiers qui ont été créés. Et donc là, il faudra me croire sur parole, mais globalement, ça respecte nos normes, tous les tags sont positionnés, l'isolation des couches est respectée, on a des DAO, des handlers, des services, on a également des types qui sont dédiés, le code est conforme, le nommage est conforme,
Et voilà. Et cerise sur le gâteau, il y a un truc que je ne vais pas demander dans le prompt, c'est de générer les tests, et pourtant il l'a fait. Il l'a fait parce que dans nos normes, c'est indiqué, voilà, en langage naturel, n'oublie pas de générer les tests. OK. Démo suivante, on reprend ce même projet, c'est très rapide. Le but, c'est qu'on souhaite trier la liste des agences dans cette fonction-là, et on va voir comment il propose du code proactivement pendant qu'on est en train d'écrire du code. Donc là, en faisant entrer, il va proposer déjà quelque chose naturellement. Il propose de trier. Moi, je veux trier dans un autre ordre, donc je vais lui écrire directement en commentaire « Trie-moi les agences par nom », et il va le faire. Il l'a fait en le proposant en italique, je l'ai accepté avec tab, et voilà, c'est fait. C'est quand même sympa. Avant-dernier exemple. Je suis nouveau sur un projet et j'ai envie de comprendre comment fonctionne ce projet-là. Il y a pas mal de lignes de code. Là, on a pris un projet de chez nous qui est un gestionnaire de templates de commandes et on souhaite s'informer, se documenter. Il y a très peu de documentation sur ce projet, voilà. Donc, ce que je vais demander à Amazon Q, c'est de rétro-documenter tout ça. Donc, le prompt, c'est génère-moi un diagramme de séquence représentant le fonctionnement du projet. Alors là, on a vraiment accéléré parce que ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même rapide. Il a lu tous les fichiers du projet et il a généré un diagramme de séquence. Il a fait un récap du fonctionnement en indiquant les composants clés et on va pouvoir vous présenter le diagramme de séquence qui a été généré. Voilà. On a zoomé un petit peu, donc on voit une partie cliente, une partie API Gateway, Authorizer, Lambda, Dynamo. Pour ceux qui sont familiers avec ce type d'archi, voilà, c'est assez classique. Il y a différents use cases. Tout ça est bien découpé. Et voilà, en quelques minutes, on se renseigne sur le projet, on sait comment il marche, quels sont les éléments les plus importants. Voilà, c'est un peu petit, je vous l'accorde, mais voilà, bon, c'est quand même très intéressant sur ce que ça peut faire. Yes. Du coup, moi, je vais vous montrer une petite démonstration sur un cas concret, c'est-à-dire c'est vraiment un besoin qu'on a, un besoin formulé par le métier, en l'occurrence l'ingestion d'une nouvelle source de données. Donc là, on est dans un projet assez compliqué, un projet en conditions réelles. La seule chose que j'ai fait, c'est anonymiser le projet. Je l'ai d'ailleurs fait en utilisant Amazon Q pour gagner beaucoup de temps. Et là, un besoin simple métier, il y a toujours une sorte d'incohérence entre le besoin a l'air simple, mais les développeurs annoncent un temps de développement très long. Et là, c'est un exemple. On a un projet qui cherche à récupérer les données externes et les rationaliser, les mettre en interne. Et on a déjà fait cette tâche-là pour 5-6 fois. La 7e fois, on en a un peu ras-le-bol, parce que c'est pas vraiment là qu'on a le côté intéressant du job de développeur. En tout cas, c'est pas de faire des copier-coller, de rajouter et de faire des erreurs et de recommencer. Du coup, on prend l'exemple de demander à Amazon Q directement, bah, rajoute-moi un nouvel objet. Donc là, je l'ai appelé Technical Project Order. Ce que je vais te donner, c'est un exemple de données à quoi il ressemble. C'est vraiment quelque chose qu'on fait concrètement d'habitude dans le flux de développement. On lui donne 2-3 informations parce que ça reste un projet assez complexe. C'est pas juste récupérer un Excel et l'ingérer. Pareil, on a un peu accéléré parce que ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même très envisageable. Et moi, je sais que ce travail-là me prend parfois 2-3 heures. Parce que vous allez voir, il y a quand même beaucoup de fichiers qui sont modifiés, créés, rajoutés. C'est en plus un projet multilangage. Il y a du Python, il y a de l'infra code, il y a du TypeScript également. Et là, je vois qu'il m'a déjà modifié 17 fichiers. Bon, j'ai une ordre de grandeur, je sais que c'est une vingtaine de fichiers. Je ne me rends pas trop compte si c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je me concentre directement sur les tests. Parce que les tests, c'est quand même assez parlant de est-ce que ça marche ou pas. Et là, je vois que le test, du coup, le dernier test a raté. Je regarde rapidement ce qui m'a généré comme texte et je lui dis juste ah, je crois que là, tu t'es un peu trompé. Et c'est important de savoir qu'il faut un humain pour vérifier ce qui est sorti. Il faut interagir avec le prompt et avec l'agent. Et c'est pas grave de devoir juste faire des itérations. C'est pas parce que la première fois, c'était pas parfait que c'est tout est acheté. Et là, je lui dis bah voilà, regarde bien ce qu'il y a autour. C'est juste une histoire de lui redemander la même chose mais différemment. Et là, il relance, il recrée du coup plusieurs fichiers supplémentaires. Les tests passent et j'ai le temps de me concentrer uniquement sur la review du code qui a été fait. Et là, en un quart d'heure, 20 minutes, je peux déjà le déployer en développement et voir si ça correspond à ce qu'il faut. Et ça m'a fait gagner quand même un temps précieux. Alors, les étapes nécessaires vers le succès,
Il y en a 3. La première, ce sont les customisations, c'est la capacité d'entraîner Amazon Q Developer sur votre propre code pour qu'il vous fournisse des réponses très cohérentes. Et c'est peut-être l'étape qu'on avait un peu, entre guillemets, ratée au début. Donc il lui faut 2 mégas de code minimum brut. Donc tout est lagué sans tout ce qui... Enfin, c'est que du code brut. Et fournir un code bien documenté. Nous, on avait ce problème-là. Du coup, on a demandé carrément à Amazon Q Developer de générer la documentation pour nous. Et il l'a fait sur tous les projets. Il a généré la JSDoc, la TSDoc, JavaDoc, tout ce qu'on veut, la PythonDoc. Et on lui a refourni tout ça. Et c'est à ce moment-là que ça s'est mis à vraiment mieux marcher parce qu'il a compris le sens de ce qu'on voulait faire grâce à la description des documentations des méthodes. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait en février. Ensuite, les fameuses rules, c'est du Markdown en anglais. Donc là aussi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mettre comme norme pour que ça fonctionne? Et ben, on a extrait tout notre Confluence en un PDF. On a donné ça, pareil, à Amazon Q. On lui a dit, résume-nous ça en anglais et traduis-le. Et produit ça en Markdown. Donc, ça nous a permis d'intégrer à chaque prompt, désormais, l'ensemble des règles définies dans notre organisation, tout ce qui est convention de nommage, séparation en couches, les tests, tous les éléments qu'on souhaite, et ça, c'est très puissant. Voilà. Le dernier point qui est important pour le succès, c'est qu'une fois que ces deux choses-là sont faites, il ne faut pas oublier de changer la méthode de travail des développeurs. C'est-à-dire que maintenant, chaque journée, chaque travail, chaque tâche commence par un prompt. Et il faut prendre cette habitude. Parce que, et ça va venir vite, parce que globalement, l'exemple de question d'archi dont j'ai parlé tout à l'heure, une fois que vous avez compris qu'Amazon Q pouvait vous répondre très rapidement sur une problématique très claire, vous allez arrêter d'aller dans la doc directement. Ça, c'est évident. Un exemple de customisation, bon, rapidement, c'est une copie d'écran de la console Amazon Q Developer. Il y a un petit récap, donc on peut donner un GitHub, un Bitbucket, ce qu'on veut, on peut donner un S3 aussi avec du code. On crée la customisation, il va faire son training, ça prend quelques heures, et puis une fois que c'est dispo, il suffit de l'activer dans VS Code. Ou dans QCLI. Là, il y en a plusieurs. Il y en a une par langage, ça c'est aussi une best practice, c'est-à-dire que c'est indiqué par le support, c'est qu'on en a une pour TypeScript, on a une pour les QA, une pour Dart, et puis on a une pour Python également. Voilà. Un exemple de Markdown de rules, voilà. Bon, c'est du README. Hein. On retrouve un peu le prompt engineering en tête, en disant que voilà, bon, il y a de la personnification, il y a le contexte, ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, et puis ensuite ça déroule quoi. C'est un fichier qui est assez long, et à chaque prompt, ce fichier est injecté et permet d'avoir la réponse la plus précise possible. Moi, je vais reprendre la main du coup sur le cycle de développement et à quel point il a pas fondamentalement changé. En fait, c'est juste on se l'est réapproprié. Donc ça, c'est un peu un cycle de développement qui a toujours existé. C'est juste qu'on le faisait pas parce qu'en fait, on essaie de gagner du temps, notamment sur la partie test, review, documentation, enfin sur un peu toutes les branches, à part la partie développement. Et c'est là où du coup, en tant que développeur, Q va nous aider pour la partie conception, Fred en a déjà parlé. Pour la partie développement, on a vu des exemples. Donc, c'est à la fois pour initialiser un projet, mettre à jour un projet, rajouter juste un petit use case facilement. La partie test, c'est quelque chose que, en tant que développeur, je ne pense pas être le seul à avoir négligé souvent. On met 2-3 tests pour se donner bonne conscience et on les fait pas de manière consciencieuse jusqu'à qu'il y ait un problème. L'intérêt d'Amazon Q, c'est qu'en fait, en très peu de temps, on peut générer beaucoup de tests, les vérifier et c'est du coup un gain de temps qu'on se permet de prendre et on revient enfin au test-driven development. La partie reviews, on en a parlé au tout début, de la partie comité. Donc, en ayant la double casquette comité et développeur, je vois un peu les deux côtés. La partie reviews, le fait qu'on ait un agent qui nous permet à la fois en tant que développeur de review notre code, ça nous permet de faire gagner du temps aux humains derrière qui vont review et ça permet aussi en tant que reviewer de regarder ce qui s'est fait, d'avoir une sorte d'aide pour aller plus vite et faire ça plus en profondeur. Refactoring, c'est un exemple concret, c'est un truc qu'on fait toujours la semaine prochaine et qu'au final, on ne le fait jamais. C'est un cas d'usage où l'agent, il a que ça à faire, mais on peut lui demander du temps, en tout cas dédié à cet outil-là, et ça fera des gains de temps sur le futur, mais c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Documentation, compréhension.
J'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est un des trucs clés pour moi, c'est que, quand on arrive sur un nouveau projet qu'on ne comprend pas ou qu'on veut juste documenter quelque chose qu'on a fait, on ne le fait pas comme d'hab parce que c'est pas là où on a l'impression que la valeur ajoutée y est et c'est quelque chose que Q peut nous faire gagner, enfin peut nous aider à gagner, beaucoup de temps. Donc on est une track business, donc tout le monde s'attend à avoir des KPIs. Alors le premier KPI sur lequel je vous encourage à ne pas vous accrocher, c'est le temps gagné. Alors déjà parce que le chiffre qu'on affiche ici est très empirique. C'est qu'on a été voir des devs seniors, on leur a dit voilà, quand tu prends une tâche avec et sans queue, combien de temps tu gagnes? Donc sur 3 jours, on m'a dit une grosse demi-journée. Sur 10 jours, on m'a dit au moins 2-3 jours. Donc c'est entre 20 et 30%. Mais ce qui est important, c'est plus la partie qualitative. C'est-à-dire que globalement, la tâche est réalisée complètement telle qu'un CTO peut l'attendre, c'est-à-dire que les normes sont appliquées. On sait qu'elles sont appliquées parce que ça devient facile de les appliquer. A priori, les reviews et tout ce qui est relecture de code sont allégés parce que on est déjà, tout est déjà produit de façon automatique comme on l'a vu. Alors bien sûr, je vous parle d'une équipe de 58 développeurs, on ne peut pas se permettre que tout le monde code voilà, à sa façon. Donc nous, on a des normes, on a des façons de faire et on veut que les gens travaillent selon ces façons de faire. Et là, c'est vrai que ça devient totalement indolore pour n'importe quel développeur, qu'il soit nouveau ou ancien, de faire ça. Toute la partie review, c'est-à-dire quand on veut s'assurer que quelque chose a été fait, quand on a un bug et on a un problème, en fait, on demande à Q de nous aider et au lieu de passer 3 heures sur le débugage, on y passe 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, les temps passés, c'est très variable. Mais c'est vrai que globalement, on va pas se mentir, ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Et ça supprime surtout beaucoup de tâches qui étaient un peu ingrates. Des tâches de développeur que aucun développeur n'a envie de faire. Rédiger des tests, générer des jeux de tests pour que les tests puissent s'exécuter, documenter les choses. Et puis, voilà, aussi refaire X fois un accès à une base de données alors qu'on l'a déjà fait la veille. C'est pas forcément ce qui est intéressant. Et ça permet aux développeurs de se concentrer. Et c'est comme, on va dire, la partie cloud à l'époque, sur le métier et sur ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on veut organiser les choses les unes par rapport aux autres. Ça procure, à mon avis, pas mal de satisfaction à long terme des développeurs puisque voilà, le travail devient plus agréable et puis ça permet encore une fois, de déléguer certaines choses à un assistant. Ouais, mais moi je vais du coup rebondir pour parler vraiment des retours des gens, du terrain, on va dire. Donc j'en parlais un petit peu, la partie prise en main de nouveaux projets, pour moi, c'est quelque chose de clé, parce qu'on est dans un métier, le métier de développeur où, il y a, ça existe, les gens viennent, les gens partent, et les projets, se complexifient et c'est hyper important de pouvoir, permettre à un nouveau développeur qui arrive dans l'équipe, d'être au niveau, d'être performant très rapidement. C'est aussi, intéressant de pouvoir gérer, des congés non prévus ou des congés un peu longs et du coup pouvoir, ramp up sur un nouveau projet rapidement, c'est hyper intéressant. Ensuite, j'ai distingué Q, pour avoir travaillé avec lui, de 2 manières. Donc il y a la partie pair et la partie assistant. La partie pair, j'ai mis, tout ce qui est, dialogue pour nourrir la réflexion. On a parlé pour la partie conception, pour la partie, «Est-ce que tu aurais fait comme ça?» Est-ce que c'est un peu comme un pair, disponible, H24 et qui a déjà à disposition tout le contexte, avec lequel on veut lui parler et ça nous permet de, voilà, d'être en autonomie. La partie assistant, pour moi, je la distingue, c'est quand on a une tâche claire, simple, un peu comme je vous l'ai montré, on n'est pas dans le flou, on sait exactement ce qu'on veut, on veut juste qu'il le fasse à notre place, documentation, test, et cetera et il marche très bien aussi pour ce cas d'usage-là. Partie qualité de vie, c'est quelque chose qui est plus difficile, voilà, à matérialiser, mais en tout cas, en tant que développeur où j'ai l'habitude de travailler dans mon environnement, donc on a parlé de VS Code, vous avez vu un peu des screenshots à quoi ressemble, l'environnement de travail. En tant que développeur, notre vie, ça a été souvent de, avoir, 3-4 écrans, d'ouverts en même temps et notamment, aller voir la documentation, Amazon ou documentation d'autres services, d'avoir aussi, Stack Overflow ou Google, en tout cas, pour chercher quand on a un code d'erreur ou quand on ne sait pas trop comment faire quelque chose
Là, l'intérêt de Q, c'est qu'on peut avoir tout sur le même écran, tout au même endroit et économiser, beaucoup de temps sur cette partie-là, sur les switches d'écran et cetera. Enfin, je trouve, c'est aussi un point très important, il y a la partie besoin-problème que je mets un peu ensemble, métier vers technique. Les discussions entre, produits et technique, c'est pas toujours, simple, d'arriver à se comprendre, on va dire et là, du coup, pour un besoin, voilà, on peut commencer d'un problème, du début et le transformer ça en solution technique et on a aussi la notion de problème. Je vous ai montré un exemple, mais c'est la même chose si on a un bug. Je comprends pas pourquoi, dès que l'utilisateur, il rentre, une fausse adresse mail dans la barre des mails, ça marche pas. On expose un besoin, un problème métier, un bug métier et directement, en fait, on a la solution technique d'un agent qui a tout le contexte du projet. Alors, les défis évolution, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, ça fait presque 1 an, du coup, qu'on y travaille. On fait pas que ça, mais on a, on va dire, fait 1 an d'amélioration continue. Déjà, le prochaine étape, c'est que 100% des développeurs s'en servent à 100%. Pour moi, c'est clé pour l'entreprise, c'est clé pour eux aussi. C'est-à-dire que pour moi, l'employabilité d'un développeur demain qui ne travaille pas avec un assistant de dev sera inférieure à celle de celui qui sait s'en servir et qui a des habitudes de développement avec. Puisque forcément, on a dit que ça gagnait 30% d'efficacité. Donc, globalement, entre 2 développeurs, on va prendre celui qui va être le plus efficace à compétences, on va dire, équivalentes. Et donc, ce sera un atout. La deuxième étape? Deuxième étape, c'est quelque chose qu'on a déjà dans les cartons, on va dire. On utilise déjà les MCP, alors terme très à la mode. Les MCP, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est Model Context Protocol. C'est ce qui permet de relier un moteur d'IA à des services tiers. Et il y en a de plus en plus. Et le but, c'est de rajouter donc des agents, enfin, c'est de rajouter des outils dans les moteurs d'IA. Et nous, on aimerait les utiliser pour plein d'autres cas. Notamment, par exemple, pour aller se connecter à nos références, enfin à des outils tiers comme Jira ou Confluence pour directement récupérer la donnée à la source, mais aussi pour générer des tests avec Playwright, par exemple. Mais l'élément qui nous intéresse le plus, c'est d'y connecter notre référentiel métier parce que Q nous aide aussi beaucoup sur les questions d'archi, les questions de conception, sur tout le cycle de développement. Et en se connectant au référentiel métier, c'est-à-dire l'ensemble de nos objets métiers et des différents attributs qui comportent chaque objet, il va pouvoir proposer des solutions et surtout réutiliser les choses correctement sans qu'il y ait d'erreur dans le data lineage, sans qu'il y ait d'incohérence dans notre objet. Donc l'idée, c'est toujours de rejoindre le domaine driven design. Voilà, donc ça, c'est les prochaines steps. Éventuellement le référentiel des normes et best practices, mais j'en ai parlé au travers des rules. Là, c'est dans le cadre d'un fichier écrit, un markdown. Si on veut qu'il soit un peu plus, qu'il n'y ait pas besoin de le mettre à jour, on pourrait utiliser un MCP pour aller directement lire notre référentiel de best practices. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de 110 objets métiers. C'est vrai qu'on commence à avoir du mal à se dire si j'ai besoin des contrats, comment je les trouve, si j'ai besoin des clients, comment je les trouve, etc. 110 objets métiers, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'événements qui circulent sur le bus tous les jours. Une fois que Q a la connaissance de l'ensemble des éléments qui circulent sur ce bus métier, il va dire si tu as besoin de ça, tu te sers à tel endroit, tu fais comme ça pour t'en servir. Et globalement, on peut dénormaliser l'information très facilement. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut déjà se poser, aller demander à certains spécialistes de chaque sujet pour se dire quelle est exactement la référence à tel endroit, etc. Ou se replonger dans la doc. Mais quand il y a 110 éléments, ça commence à être compliqué. Et enfin, le dernier point, c'est d'arriver à faire des usines de développement spécialisées. C'est de se dire, il y a certaines choses sur lesquelles on voudrait qu'on investisse 0 effort, parce que c'est pas vraiment là où on tire notre épingle du jeu. Par exemple, les IHM, on a des composants d'IHM, on assemble des composants dans un écran. Voilà. Pourquoi un développeur devrait passer du temps sur ce genre de choses? Pas un très gros intérêt. Donc l'idée, ce serait d'arriver à vraiment automatiser à 100%, d'avoir des gens qui maintiennent cet automate et ensuite que les équipes aient à disposition l'automate pour générer des nouvelles pages sans y consacrer aucunement du temps et surtout
de pas pouvoir sortir de la façon dont on fait, puisque globalement, c'est l'automate qui aura la vérité sur ça. On pense à des IHM, mais ça pourrait être également à des access patterns sur du Dynamo, hein, puisqu'on fait beaucoup d'access patterns dans beaucoup d'endroits. Et puis, il n'y a pas forcément d'innovation énorme à chaque fois, puisque c'est globalement à peu près la même chose. Il y a des méthodes pour faire des access patterns sur un Dynamo et il faut quand même les appliquer. Donc voilà, c'est un peu les prochaines étapes pour nous pour qu'il soit vraiment encore plus puissant. Mais je reviens sur le fait que l'adoption, ça reste, à mon avis, encore aujourd'hui, le secret. Mais comme n'importe quel agent IA, voilà, dans n'importe quel métier. Voilà, quelques ressources additionnelles si vous voulez soit nous rejoindre, soit aller découvrir le groupe Mr. Temp de façon plus globale. Également, la formation est disponible, hein, parce que c'est une vraie formation qu'on a créée. Et merci à vous. Merci beaucoup.